Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés boursiers en Europe qui évoluent sans véritable tendance. Une tendance légèrement négative à mi-séance, notamment pour le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera sur le front de la conjoncture une amélioration des indicateurs pour le mois de mars. On a eu la publication des premières estimations des enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars, un peu partout dans le monde, mais notamment en zone euro, avec le détail pour la France et l'Allemagne. Attention, le mois de mars a été un mois d'amélioration conjoncturelle qui ne tient pas compte encore de la dégradation de l'aspect sanitaire et des nouvelles restrictions qui sont en place depuis quelques temps et qui vont encore sans doute s'accélérer pour au moins quelques semaines. Mais néanmoins, on peut noter quand même que l'activité du secteur privé en zone euro revient en territoire d'expansion avec un indicateur composite pour l'ensemble de la zone euro à 52,5 contre 48,8 en février. L'activité manufacturière est toujours très soutenue et tutoie même des sommets historiques quand on regarde un pays comme l'Allemagne. Les services restent déprimés passablement, mais on note quand même là aussi un début d'amélioration timide pour la partie services en zone euro. Voilà pour le point conjoncture du jour. Sur l'actualité des entreprises, on peut noter le deal de Carrefour qui se renforce encore un peu plus au Brésil et en Amérique latine en général avec l'acquisition de Grupo Big pour 1,1 milliard d'euros en cash et en actions. Le groupe Big qui est le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil et Carrefour, rappelons-le, qui réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires dans la zone Amérique latine. Enfin, on parlera marché avec nos invités dans cette demi-heure. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS, et on parlera marché également avec Dominique Séolin, président d'ABC Arbitrage, qui vient de publier ses résultats, des résultats excellents qu'on pourra commenter et qui dépendent évidemment de la volatilité des marchés. Ce sont les stratégies d'arbitrage et le cœur des stratégies d'arbitrage. Et l'année 2020 a été une bonne année pour les stratégies d'ABC Arbitrage. On parle de tout ça donc dans un instant. Des marchés un peu englués avec un CAC 40 sous les 6000 points à mi-séance. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. La bourse de Paris est dans le rouge à la mi-journée. Les marchés sont conditionnés par la crainte d'une troisième vague, un contexte qui sème le doute quant à la reprise économique. Du rouge aussi au Japon où le Nikkei enregistre sa 4e séance de baisse consécutive. Tout cela dans le sillage de Wall Street hier soir. Wall Street où la baisse a été particulièrement marquée pour les valeurs aériennes et hôtelières. Du côté du pétrole, les cours du pétrole ont pâti de l'interruption du trafic sur le canal de Suez, un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneurs géant. Parmi les événements qui jouent sur la tendance, hier, lors de son allocution devant le Congrès aux côtés de Janet Yellen, Jérôme Powell a réitéré ses propos au sujet de l'inflation. Une inflation qu'il envisage croissante mais pas galopante. Il a aussi assuré que la Fed veillerait au grain grâce aux outils dont elle dispose. La secrétaire au Trésor, elle, a confirmé que l'argent du plan d'investissement en infrastructure que comprend le plan Biden proviendra en partie d'un accroissement de l'impôt sur les sociétés, mais également d'une taxation de contribuables fortunés. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a poursuivi sa détente et le dollar, quant à lui, s'est un peu raffermi face à l'euro. Pour rappel, le président de la Fed s'exprimera cet après-midi, soit la 3e fois cette semaine, toujours en compagnie de Janet Yellen. Ce sera cette fois devant la commission bancaire du Sénat. Sur le plan des indicateurs, on note un retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. C'est ce qu'indiquent les données PMI d'IHS Markit pour le mois de mars. L'indice PMI Flash Composite de l'activité globale atteint ainsi 52,5 contre 48,8 en février. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière bondit. Il passe de 57,9 à 62,4. Enfin, l'indice PMI Flash de l'activité de services ressort sur un sommet de 7 mois à 48,8 contre 45,7 en février. Des données encourageantes alors qu'on redoutait un ralentissement sous l'effet des retards de la campagne de vaccination en Europe. Du côté des valeurs, Carrefour rachète Grupo Big, le numéro 3 de la distribution au Brésil. Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros. Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse. L'opération est réalisée par Carrefour Brésil.
Une transaction qui confère à Grupo BIG une valeur de 1,1 milliard d'euros. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, a déclaré que si le secteur du tourisme traverse une période de détresse, la survie du groupe ne serait pas en jeu grâce à sa trésorerie. Du côté de la pharmacie, les autorités de Hong Kong ont interrompu l'utilisation du vaccin contre la Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech en raison d'un défaut d'emballage. Intel envisage d'investir 20 milliards de dollars dans la construction de 2 nouvelles usines afin de fabriquer des puces à destination des autres acteurs du secteur. À noter également le groupe CRIT qui publie un résultat net de 1,5 million d'euros en 2020 après 73 millions en 2019. Son chiffre d'affaires recule de 29,6% pour s'établir à 1,7 milliard d'euros. Alix Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Sébastien Barbe est à nos côtés, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Et puis accueillons également Dominique Séolin. Bonjour Dominique. Bonjour, vous êtes le PDG d'ABC Arbitrage. On va parler de vos résultats Dominique dans quelques minutes. On va parler marché au sens large. Je voulais commencer avec vous Sébastien. On se parle à peu près tous les 3 mois autour de ce micro. On va marquer la fin de ce premier trimestre de l'année 2021. Parmi les éléments marquants quand même du changement de dynamique de marché, c'est ce narratif lower for longer, l'idée que les taux allaient rester au plus bas, voire plus bas encore pour très longtemps, voire l'éternité. Quand on se projette à 2-3 ans sur les marchés, ça peut être un horizon d'éternité. Ce narratif-là qui a perduré pendant peut-être des années est derrière nous. Alors en tout cas, il y a des doutes, c'est vrai. Il y a des doutes parce qu'on commence à reparler du risque d'inflation. Et finalement, c'est vrai qu'avec un peu de recul, on a vécu un choc déflationniste que tout le monde comprenait. Mais il y avait 2 camps. Il y avait le camp de ceux qui disaient ça reste un choc déflationniste et on aura de l'inflation très basse, voire un risque de déflation pendant très longtemps. Puis le camp de ceux qui disaient c'est un changement de tendance, les choses vont changer et on va avoir un monde plutôt vers une inflation plus élevée. Un monde en reflation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un trimestre 2021 passé, je pense que le premier camp commence à manger un petit peu son chapeau et constate de fait que l'inflation a quand même bien remonté. Le pétrole a triplé, il y a plein de matières premières qui ont monté, il y a des shortages un peu partout, le prix de l'agriculture, il n'y a plus assez de containers, etc. Donc ça, il y a un constat que l'inflation, au moins aux États-Unis, remonte et va remonter dans les trimestres qui viennent. La question, c'est de savoir si c'est un choc conjoncturel ou pas. Et ça, évidemment, c'est un message très différent sur les taux. Et pour l'instant, le marché est plutôt à dire que c'est un choc conjoncturel. Oui, c'est ça, transitoire. On voit une bosse d'inflation là sur quelques trimestres, mais le marché n'est pas en train d'anticiper un régime d'inflation très différent sur plusieurs années. Non, pour l'instant, non. Moi, ce que je regarde, c'est, vous savez, l'inflation, c'est coté aussi. Bien sûr. Donc là, normalement, l'inflation, il y en avait peu pendant quelques années. Et puis l'inflation anticipée à 5 ans est un peu plus élevée. Et puis l'inflation à 10 ans, forcément, encore un peu plus. Et donc la différence entre celle à 10 ans et celle à 5 ans était toujours positive. Et là, elle s'est un peu inversée. Et donc le marché, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les actifs financiers, le marché pour l'instant price, comme on dit, qu'on va avoir un choc qui va durer un moment quand même, mais qui va être conjoncturel et qu'après les capacités vont se remettre en place et puis on va revenir dans un régime plutôt sympa pour les actifs financiers. C'est là où la question doit aussi se poser, c'est-à-dire que est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce qu'il va y avoir une autre déformation qui rendra pour le coup les marchés plus difficiles. Mais à ce stade, vous dites que la situation est plutôt saine. Est-ce que d'ailleurs le marché a fait tout le chemin possible dans cette histoire de reflation? Est-ce que, je ne sais pas, avec un 10 ans américain à 1,75%, là c'est le pic qu'on a atteint la semaine dernière, le pic post-pandémique bien sûr. Est-ce que c'est déjà un gros objectif qui permet de dire on a intégré ce scénario d'une bosse d'inflation, d'une inflation transitoire, ou est-ce qu'on n'est pas encore au bout de cette idée-là? Alors moi je crois qu'effectivement on peut répondre oui à cette question, Grégoire. C'est-à-dire que là, conjoncturellement, c'est même le fait de voir un peu cette courbe qui s'inverse, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les marchés taux pourraient, à la grande surprise, ne pas aller si loin que ça dans un premier temps. Parce que, pour le coup, à la deuxième question, moi j'aurais envie de répondre, non, tout ça c'est beaucoup plus structurel.
on a parlé ensemble dans cette antenne plusieurs fois de la moderne monetary theory. Ouais. On n'a pas à être pour ou être contre. Moi, je pense qu'elle est inéluctable. Et que le plan Biden qui a fait réagir, le plan Biden que je qualifierais de plan Biden numéro 1, appellera inexorablement un plan Biden numéro 2. On commence à parler du plan infrastructure, mais inévitablement, la croissance américaine qu'on voit, qui est très bonne finalement, en tout cas dans les perspectives, est quand même alimentée par un déficit public important, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Et donc, inexorablement, on reparlera d'un plan Biden 2, et ça me fait intuiter quelque chose sur les marchés, et ça, c'est pas pris en compte, je crois encore, mais on commence à en parler un tout petit peu, c'est que la monetary theory, elle a quand même aussi ses limites. C'est bien beau de dire on peut faire tous les déficits qu'on veut, mais à un moment donné, la vérité est quand même entre les deux. Janet Yellen dit il y aura quand même des taxes et des impôts pour financer le plan d'infrastructure. Et donc le vrai tournant, exactement, le vrai tournant, Grégoire, ça se trouve, il est là. Ça se trouve, il est que depuis finalement 30 ans, peut-être 40, on adresse la baisse des impôts des entreprises. Alors nous, on a une guerre de retard souvent en France, donc on l'adresse tardivement, mais globalement, dans le monde, les impôts des entreprises sont descendus quand même de manière drastique. Des grosses tech que l'on connaît tous, qui payent plus d'impôts, à un moment donné, ça devient indécent. Donc il est probable qu'on va adresser ce sujet sur les années qui viennent, les décennies qui viennent, pour essayer de compenser quand même tous les efforts qui ont été faits par, il va falloir reprendre l'argent où il y en a. Ah ouais. Et ça, c'est un petit vent contraire, mais surtout, ça adresse, je crois, quelque chose qui est voulu maintenant par nos gouvernements. J'ai le droit à la planche à billets, finalement, à faire comme je veux, mais en contrepartie, mes électeurs attendent que je redistribue un peu. Ouais. C'est un mandat, c'est le mandat politique pour lequel Biden a été élu. Hein. Voilà. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que dans la formation du prix des actifs financiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un plan Biden numéro 2 qui sera à destination de l'infrastructure ou autre chose, on ne sait rien. Un plan Biden numéro 3, et puis il y aura des plans Biden dans d'autres pays. Et ça, c'est profondément différent sur le message de l'inflation, et donc sur l'interprétation qu'auront les marchés dans quelques mois ou quelques trimestres. Et comment ça se traduit sur le plan de l'investissement là? Parce que c'est vrai que depuis un an, on est passé par tous les styles. Évidemment, on a joué les valeurs stay at home au plus dur des premiers confinements. Énorme performance de toute cette partie du marché. Et puis avec les vaccins, on a commencé à jouer les valeurs de réouverture. Là aussi, énorme performance au point que un an après, celui qui a acheté du Nasdaq ou du Russell 2000 au point bas du marché, il fait à peu près la même performance, pour dire les choses. On a des stratégies là qui convergent sur un an. Est-ce qu'il y a de la place encore, je ne sais pas, pour la thématique cyclique? Est-ce que c'est ça qui va guider les marchés pendant encore plusieurs trimestres, plusieurs années peut-être, si c'est un vrai changement de paradigme? Ou alors, quelle serait la prochaine étape, le prochain thème, grand thème d'investissement? Tout ce que vous dites est très juste, Grégoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, finalement, dans cette année boursière, je pars de mars à mars, incroyable, parce que là on a un dérivé seconde négative, c'est-à-dire que on va forcément monter moins vite semaine après semaine qu'avant, puisque là sur un an à peu près, le S&P doit être à 70, le Nasdaq à 90, l'Europe à 50, même celui qui a boursicoté sans trop réussir, il a quand même normalement l'impression que c'est un métier sympa. Mais là effectivement on arrive peut-être au bout des choses, et une grande partie des actifs sans doute intègre maintenant beaucoup de bonnes nouvelles. Et l'asymétrie se place peut-être dans le côté, les choses qui ont fait monter ces actifs-là sont peut-être derrière nous, donc les prochaines nouvelles seront bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'asymétrie a sans doute changé de sens. Il reste encore un pan de valeurs, hein. Il reste toutes les valeurs un peu boring, ce que j'appelle les oranges. Les valeurs ennuyeuses, pour être poli. Les valeurs, non, et je vais le dire autrement. Finalement, ce qui s'est passé dans l'année écoulée, c'est il faut les gérants, enfin les boursicoteurs, tout ce qu'on veut, tous les opérateurs de marché, il faut les prendre des positions qui gagnent dans 15 jours. Vous voyez, Grégoire, marché va tellement vite qu'il faut avoir des horizons de temps forcément raccourcis. Voilà. Alors il y a eu effectivement la thématique de la techno. Après il y a eu Pfizer et le vaccin, et donc la thématique cyclique. Tout ça a bien monté. Et acheter des valeurs sur lesquelles je vais avoir 10% de free cash flow yield, un bon dividende, comme ABC Arbitrage peut-être, mais je ne vais pas l'avoir dans 15 jours, les gérants ne faisaient pas ça. Et je crois que paradoxalement, on va rentrer, moi je pense à un bon trade pour le coup, on va rentrer dans un marché où le régime de volatilité va peut-être changer.
ça va se calmer en gros. On est au-dessus de 20 et on va re-rentrer dans un marché peut-être entre 10 et 20 sur le VIX, comme vous dites, l'indicateur de la peur. Dominique Séolin, ça juste après. Alors que les gérants achètent du VIX en disant ça protège mon portefeuille, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a encore une patte assez naturelle de jouer dans ce contexte-là. Mais c'est une patte à jouer moins glamour, hein, moins sexy. Je ne gagne pas sur 15 jours quand je fais ce genre de position. Et donc les télécoms, vous dites, c'est pour vous l'emblème de ces valeurs un peu ennuyeuses qui n'ont rien fait jusqu'à présent, effectivement, hein. J'aime bien regarder le cours d'Orange. J'aime pas citer des valeurs parce qu'il y a forcément des risques spécifiques. Mais oui, c'est des valeurs qu'on baissait quand ça baissait et qu'on très peu remonté quand ça remontait. Ouais. Et on me dira, oui, Carrefour, vous avez parlé de Carrefour tout à l'heure, c'est pareil. Il y a eu le petit épisode de spéculation. Mais hormis ça, c'est des valeurs. Il y en a pas mal quand même des valeurs comme ça. Ouais. Donc, il y a encore à gratter sans doute sur ce segment-là. Dans le ventre mou du marché, il y a encore quelques histoires. La bourse française tient quand même relativement bien par rapport à la bourse chinoise qui est en baisse depuis le début de l'année. Oui, bien sûr. Mais on est quand même dans un marché où beaucoup de bonnes choses ont été intégrées dans les cours, c'est évident. Ouais. Merci beaucoup Sébastien pour vos remarques, votre analyse de la situation de marché. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS. Oui, on laisse passer une petite musique, un petit jingle, mais la discussion se poursuit avec vous, Dominique. Dominique Séolin, donc le PDG d'ABC Arbitral. On va forcément parler du marché avec vous, mais en tant que société cotée, donc société d'investissement, de gestion, vous déployez des stratégies d'arbitrage pour le compte de vos clients. L'idée, c'est que vous allez exploiter cette multitude de mini-incohérences de marché, c'est ça, Dominique, on peut dire comme ça? En fait, clairement, c'est l'huile dans le moteur. On fournit de la liquidité au marché, à l'achat comme à la vente, et effectivement, on le fait en se couvrant immédiatement en face sur des calculs statistiques de cette couverture pour prendre le moins de risques possible. Et donc, on a fluidifié, mis de l'huile dans le moteur des marchés financiers, en particulier pendant la crise de 2020. Ouais. Et 2020 a été une très bonne année, peut-être la deuxième meilleure année de votre histoire sur des indicateurs de rentabilité que vous allez détailler, Dominique, parce que vos stratégies fonctionnent toujours très bien quand les marchés sont un peu plus volatile que ce qu'on a vécu les années précédentes. Oui, c'est vrai, la volatilité, qu'elle soit d'ailleurs à la baisse comme à la hausse, même si elle existe moins à la hausse avec les banques centrales, mais la volatilité génère finalement plus de demandes de liquidité et permet à ABS Arbitrage de proposer ses services directement au marché en la matière et donc apporte plus de facilité, plus d'opportunités et donc plus de résultats. Donc c'est vrai, on a fait notre deuxième résultat historique avec un rendement des fonds propres à près de 24%, donc c'est un excellent rendement. Bravo aux équipes, parce qu'encore une fois, on l'a fait dans une année quand même pas facile en termes de possibilités de travail, j'allais dire. Donc, quelque part, c'est un excellent travail des équipes. On a aussi affronté des difficultés réglementaires et puis aussi tout à fait des difficultés des banques centrales qui sont revenues intervenir quand même massivement sur les marchés. Mais comme l'a dit Sébastien, ça n'a pas suffi totalement à calmer les paramètres de marché, que ce soit la volatilité, les volumes qui sont aussi importants. Plus il y a de volume demandé, plus on peut offrir de la liquidité. Et puis, par contre, il y a un affaissement de ce que j'ai appelé les corporate actions, donc c'est les opérations sur titre, augmentation de capital, enfin tout ce qui va être des besoins de financement par les émetteurs qui, là encore, ont tous les moyens de se financer à travers de la dette et donc les taux négatifs. Et donc, ils sont assez peu allés, si on compare avec 2008, ils sont assez peu allés sur les marchés equity pour se financer. Donc ça, c'est vraiment, par contre, ça reste quelque chose de très calme par rapport à notre activité. Ouais. Est-ce qu'on sort d'un régime de volatilité qui a été un régime très faible de volatilité? Le VIX, au moment où on se parle, l'indice de volatilité du marché américain, reste au-dessus de 20. On n'est plus à 10 comme il y a quelques années derrière. Est-ce que c'est un nouvel étiage d'une certaine manière, Dominique? Alors, c'est un sujet très intéressant. On pourrait y passer quelques heures. Je crois qu'on n'a pas le temps. Mais pour faire court, en fait, c'est vrai qu'on vient de très bas. Donc, en venant de très bas, il y a un phénomène de perception qui fait qu'on a eu l'impression de vivre et qu'on vit encore des phénomènes assez hauts. En fait, il faut rappeler que la moyenne historique du VIX se situe entre 19 et 20%. Donc, en étant légèrement au-dessus de 20, finalement, on revient à une forme de normalité. Et par contre, c'est vrai que les choses un petit peu atypiques qu'on peut rencontrer, c'est que la volatilité réalisée, donc celle le VIX est une anticipation de la peur, alors que la volatilité réalisée est une peur réelle ou en temps réel, on va dire. Celle-ci a trouvé des moyens de se calmer régulièrement grâce aux banques centrales, grâce aux interventions des gouvernements. On a parlé du plan Biden qui est quand même colossal. Et puis grâce aussi aux bonnes nouvelles
essentiel sur la vaccination, qui est clairement le bout du tunnel potentiel pour les États-Unis, l'Asie et l'Europe, même si on est un petit peu en retard. Et si la volatilité réalisée est moins importante que la volatilité anticipée, est-ce que ça veut dire que là, il y a une forme d'incohérence? Est-ce que la volatilité implicite, le VIX, du coup, doit rejoindre la volatilité réalisée à un moment? Oui, normalement, à un moment, alors le standard, c'est qu'on ait ces deux indicateurs qui soient relativement proches l'un de l'autre, même s'il y a des journées qui peuvent évidemment se décaler. C'est vrai qu'en période de banque centrale, on a connu des situations totalement atypiques avec des volatilités extrêmement basses et puis du VIX beaucoup plus haut que cette volatilité réalisée, parce que les banques centrales ont dit en gros il ne se passera rien à court terme, et les investisseurs avec un VIX plus élevé anticipaient qu'à long terme il y avait quand même dans les tuyaux, que ce soit géopolitique ou économique, de quoi secouer les marchés beaucoup plus fort que ce que les banques centrales actent, si je puis dire, avec une volatilité quotidienne extrêmement basse. Vous dites, alors là, pour présenter l'année 2020, vous avez trouvé cette formule, Dominique, ECB, COVAX and Sun, la sainte trinité de 2021. Bah oui. Oui, je pense que là-dessus... Il y a un hommage déjà. Oui, il y a un hommage à Serge Gainsbourg. Pour ceux qui l'auraient raté. Voilà, à Serge Gainsbourg, c'est le 30 ans de son décès, c'était un génie de la musique et des paroles, donc j'ai essayé de jouer un peu avec ça. C'est vrai que sans les banques centrales, on voit bien que c'est pas possible en ce moment. Sans la campagne de vaccination, on l'a vu en novembre, et Sébastien en a parlé, ça a changé quand même le profil des investissements et des valorisations. Vous l'avez dit aussi, Grégoire, finalement, les valeurs du Nasdaq et les valeurs du S&P ou du Russell 2000 se rejoignent un petit peu depuis l'annonce de la campagne de vaccination. Puis il y a un troisième point qui me paraît essentiel, c'est le social. Et donc, on cherche tous du soleil avec cette année qui vient de s'écouler. Et le social est un énorme enjeu de l'année à venir. Avec les élections en France, c'est clairement un sujet, mais la France n'est pas le seul pays concerné. Et si on ne fait pas cette partie sociale, on aura beau faire du COVAX et de l'ECB, ça ne suffira pas. La trilogie est importante. Ça veut dire d'une certaine manière, bon, c'est vrai que là aussi c'est une discussion de long terme, mais les banques centrales qui ont franchi à nouveau des étapes en matière d'action à travers cette crise se rapprochent à chaque fois un peu plus de leurs limites, il faut le dire, ou est-ce qu'au contraire, de les voir franchir en permanence des lignes qu'on pensait infranchissables à travers chaque crise, est-ce que ça laisse des horizons très dégagés de ce point de vue-là? Moi, de ce point de vue-là, je suis extrêmement dubitatif. Ouais. Je pense d'un point de vue, j'allais dire, de bon sens, mais il faudrait des économistes peut-être plus compétents que moi. D'un point de vue de bon sens, je ne pense pas qu'on puisse à chaque fois dénigrer la valeur argent ou la rendre comme nulle en parlant d'annulation de dette, choses comme ça, sans qu'il y ait des conséquences à terme, et en particulier des conséquences sociales. Donc je pense que là-dessus, on risque en tout cas d'arriver à des situations un petit peu de tension en disant finalement, vous savez dépenser 100 milliards pour aider les restaurateurs, pourquoi on ne dépenserait pas 100 milliards pour aider telle ou telle catégorie de gens qui souffrent, qui sont dans la difficulté, et c'est une réalité. Donc ça, à mon avis, c'est un énorme enjeu de la prochaine élection, je l'ai dit, mais globalement dans le monde, on voit bien que c'est un énorme enjeu de réclamation en disant vous aviez dit que c'était impossible. Finalement, c'est possible. Et puisque c'est possible, allons-y franchement. Continuons. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous l'avez dit, Grégoire, la taille des bilans des banques centrales, la Fed a fait plus 100% depuis le début de la crise, le mois de mars. Donc déjà avant, on avait des tailles de bilan qui avaient grossi par rapport au début 2000, énormément. On s'en rend plus compte, mais c'était déjà avant la Covid une situation quand même très interventionniste des banques centrales. Depuis la crise, la Fed a fait plus 100%, l'ECB, la Banque Centrale Européenne, BCE, a fait plus 75%. Et la Banque du Japon, il y a encore des sujets qui viennent d'être actés sur le fait qu'ils vont intervenir sur l'equity, donc ils vont racheter des actions pour soutenir donc, tout ça fait que quand même on est en train de créer une forme de bulle d'actifs, en particulier sur les marchés cotés, parce que ça se voit immédiatement, le thermomètre est immédiat, et ça peut quand même poser des questions sur les conséquences, en tout cas à moyen terme, sinon à court terme. Dit autrement, la Fed et les autres, mais c'est la Fed qui donne le là, a acheté autant à travers cette crise que ce qu'elle a acheté depuis 10 ans pour gérer le reliquat de la grande crise financière. Tout à fait, exactement. Et donc pour le coup, ça va poser des questions sur savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent et comment, on a parlé souvent ensemble avec vous et avec d'autres, c'est de dire en fait comment on rétablit un jeu capitaliste normal. Le capitalisme a sûrement des mauvais côtés, mais en tout cas, il permet d'avoir des règles communes. Là, avec l'intervention des banques centrales qui est infinie, les règles communes commencent à être compliquées à lire. C'est une question qu'on s'était posée quand vous étiez venu
venu nous voir, Dominique, c'était en fin d'année dernière, je crois, sur le fonctionnement des opérations d'ABC Arbitrage, un an après. Donc, bravo aux équipes. Effectivement, vous sortez une très bonne année. Vous avez mis en place un plan de continuité comme tout le monde, une nouvelle organisation, j'imagine. Est-ce qu'il y a l'idée, un an après, dès que possible, d'un retour à la normale dans la manière dont les opérations sont conduites chez ABC Arbitrage? Nous avons lancé le plan stratégique ABC 2022 tout début 2020, donc on l'avait conçu avant la crise sanitaire et on a maintenu ce cap parce que la conviction que nous portons, c'est que nous savons déjà très bien faire en période de volatilité, donc il va falloir continuer à investir là-dessus. Mais par contre, on veut essayer de s'extraire un tout petit peu de cette corrélation qui est extrêmement forte à la volatilité et au volume, qui sont encore une fois écrasés par les banques centrales et qui probablement vont être encore sous pression des banques centrales. Donc l'idée, c'est de développer un savoir-faire qui continue d'exister sur ce qu'ABC historiquement bien sûr a développé, mais de le développer dans d'autres domaines comme la gestion pour compte de tiers et donc construire un chiffre d'affaires plus récurrent pour faire face à la situation des banques centrales à venir. Et puis s'il y a plus de volatilité, y compris euphorique, après tout, on peut Vous saurez toujours faire ça. On saura toujours faire, et donc le pire n'est jamais certain. Donc évidemment, on est très content de savoir faire là-dessus. Ça veut dire, sur le plan commercial, un nouveau segment de clientèle aussi derrière pour ABC Arbitrage? Alors, dans un premier temps, on reste quand même, ce sont des activités quand même assez techniques, assez complexes, et donc on reste sur la clientèle ce qu'on appelle professionnelle, donc qualifiée selon les vocabulaires. Donc pas de retail pour l'instant. Le retail a la chance de pouvoir, si je puis dire, acheter des titres ABC Arbitrage en direct. Bien sûr. Ils peuvent avoir accès à ces résultats, à ce type de gestion à travers l'action ABC Arbitrage. Mais par contre, c'est vrai que sur les produits que nous proposons, ça reste quand même une clientèle dite de niche, qui peut être tout à fait rémunératrice, mais qui n'est pas du tout la clientèle du particulier. Bon, Sébastien Barbe, moi j'ai retenu le VIX, vous en parliez tout à l'heure, il faut peut-être vendre un peu le VIX aujourd'hui, non? Oui, moi je crois qu'on va rentrer peut-être une période un peu plus faible. La seule contradiction par rapport à ça, c'est quelque part on a resynchronisé les économies, puisqu'on a tous eu l'Asie un peu avant, mais enfin on a tous eu le choc en même temps. Ouais. Et normalement, c'est mieux quand même quand l'économie mondiale a des chocs un peu différenciés. La crise de la zone euro de temps en temps, la crise des émergents à côté. Voilà, bon, on verra. Bon, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous. Les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, Dominique Séolin, le PDG d'ABC Arbitrage, avec les résultats publiés hier, et Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.